Bonjour. Parlons dans cette présentation des conditions de travail et des traités internationaux et du droit international économique applicable à ce domaine. Si nous disons droit de travail, il faut voir ça au sens large. Ça inclut par exemple aussi le droit social, les prestations pour les travailleurs ou à la fin d'une activité professionnelle. De toute manière, l'idée est ici que celui qui a quitté un pays pour travailler dans un autre pays, pour s'installer dans un autre pays, pour investir dans un autre pays, a besoin d'un cadre qui réglemente aussi certains aspects de sa vie économique, de son activité économique, que d'habitude, dans le cadre national, on trouve dans le respect, dans le droit du travail et le droit social. Et donc ici, il y a aussi une certaine harmonisation et coordination entre les États et des activités de certaines organisations internationales. On peut donc parler ici du droit national concernant les travailleurs dans un pays, mais il existe parfois aussi du droit national concernant les travailleurs à l'étranger, ce qui est moins commun, mais si vous pensez par exemple à quelqu'un qui a contribué à l'assurance sociale dans un autre pays et qui revient dans son propre pays, là, cet état d'origine du travailleur a peut-être un intérêt à coopérer avec un autre État pour qu'on puisse tenir compte des paiements qui ont été faits par le travailleur à l'étranger. Et finalement, cette coopération et cette harmonisation peut être la raison d'être de beaucoup de conventions, de traités internationaux dans ce domaine. Un exemple pour un État qui prend des mesures pour tenir compte des conditions de travail de ses propres ressortissants à l'étranger, c'est les Philippines. Et ici, vous trouvez un exemple de la presse de 1996 où on peut montrer que l'enjeu économique dans un premier temps, les Philippines sont un des pays où il y a un grand nombre de Filipinos travaillant à l'étranger, par exemple à Singapour, comme vous voyez ici, et qui envoient beaucoup d'argent à leur famille, normalement aux Philippines. Et à ce moment-là, cette existence d'un grand nombre de citoyens des Philippines à l'étranger a fait que les Philippines ont adopté une législation, the Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995. Ici, vous avez un extrait, une traduction anglaise de cette loi. An act to institute the policies of overseas employment and established a higher standard of protection and promotion of the welfare of migrant workers, their families, and overseas Filipinos in distress and for other purposes. Donc on voit ici cette idée que si l'État, les Philippines normalement, peut bénéficier de la présence de leurs ressortissants en tant que travailleurs à l'étranger, on se sent tout de même aussi obligé d'améliorer les conditions de travail et leur situation dans ces pays. Juste un exemple pour une des règles que vous trouvez dans cette loi nationale des Philippines. The state shall deploy overseas Filipino workers only in countries where the rights of Filipino migrant workers are protected. The government recognizes any of the following as guarantee on the part of the receiving country for the protection of the rights. Donc ici l'idée que les Philippines veillent à ce que ils favorisent l'émigration seulement vers des pays où les droits en tant que travailleurs et êtres humains des personnes sont signés, sont protégés. Et donc ici des exemples comment on peut
assurer une bonne protection des droits de ces migrants. Lettre B de la section 4. It is, if the country is a signatory to multilateral conventions, declarations or resolutions relating to the protection of migrant workers. Donc ici on fait le lien avec des conventions multinationales ou globales concernant la protection des travailleurs. Et lettre C, des situations où les Philippines et le pays concerné have concluded a bilateral agreement or arrangement with the government protecting the rights of Filipino workers, of overseas Filipino workers. Donc, l'idée de conclure des traités bilatéraux pour atteindre le même objectif. Alors, si nous pensons au cadre multilatéral, il faut surtout mentionner l'Organisation internationale du travail, qui a été créée en 1919, mais qui a été réorganisée après la Deuxième Guerre mondiale en tant qu'institution spécialisée des Nations Unies, et qui a son siège à Genève, mais qui, comme d'autres organisations dans ce domaine, a beaucoup de bureaux dans différentes régions du monde pour travailler sur le territoire. Et l'idée, c'est que cette organisation contribue à promouvoir les droits des travailleurs, d'améliorer leurs conditions de travail, mais aussi de lutter contre le chômage en facilitant, par exemple, la migration entre différents États avec différentes demandes pour des travailleurs spécialisés ou moins spécialisés. Ce qui est peut-être intéressant de rappeler que c'est une des organisations qui fut créée le plus tôt, déjà en 1919, à cause des problèmes qu'on a découverts dans beaucoup de pays suite à l'industrialisation forcée dans beaucoup de pays, par exemple en Russie avec la révolution russe, où on a dit que ce serait dans l'intérêt des États de veiller ensemble à une meilleure protection. Et donc, la constitution de l'Organisation internationale du travail a été inclue dans le traité de paix de Versailles de la Première Guerre mondiale. Et une particularité qu'on peut aussi expliquer avec le moment de sa création, c'est que c'est resté jusqu'à nos jours une organisation tripartite. Donc, avec l'idée que les gouvernements soient représentés, mais aussi les employeurs et les travailleurs. Donc, ceux qui négocient normalement des accords. Donc, ces groupements ont un rôle particulier jusqu'à nos jours et ont une représentation officielle au sein des organisations, de l'organisation de l'OIT dans ce cas. Les instruments que l'OIT utilise sont classiques pour les organisations internationales, comme d'autres organisations. L'OIT est essentiellement un fort où on peut négocier des règles. Et si c'est possible, on adopte des traités qui lient donc les États partis à ces traités, parfois avec la possibilité de réserve. Et si ce n'est pas possible, il y a tout de même la possibilité d'adopter des recommandations du soft law, qu'on appelle parfois des principes directeurs, qui n'ont pas un caractère contraignant, mais dont on espère peut-être qu'au fur et à mesure, elles peuvent constituer la base pour des traités spécialisés qui sont acceptés par un nombre suffisant d'États. La Suisse est un membre de l'OIT. Nous avons déjà la constitution de l'organisation est un traité qui est en vigueur pour la Suisse. Vous le trouvez dans le recueil systématique sous le numéro 0820-01. Alors, parmi ces traités, les conventions de l'OIT, au fur et à mesure, on a distingué, on est arrivé à la conclusion, comme il y en avait beaucoup, que peut-être il fallait tout de même identifier certaines comme étant particulièrement importantes et ainsi utiliser plus d'énergie et du temps et des ressources
pour convaincre un plus grand nombre d'États à vraiment ratifier ce noyau dur. Et on parle ici de conventions fondamentales qui, elles, représentent les règles les plus importantes dans le domaine de la protection des travailleurs. Et on a mis ensemble ces conventions dans un paquet qu'on appelle la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998. Et ce paquet permet à des États, mais aussi à des ONG, de vendre ces règles comme un ensemble. Et nous allons voir qu'aujourd'hui, par exemple, souvent quand on négocie un accord de libre-échange ou un accord de protection et promotion des investissements, on peut inclure, par exemple, une obligation pour les États partis à ces négociations d'accepter, de ratifier aussi cette déclaration. Et donc, ainsi, ça devient une manière de convaincre des États par les avantages qu'ils voient peut-être dans la conclusion d'un accord de libre-échange ou de coopération économique, d'accepter aussi ce paquet de droits des travailleurs qui, à la base, a été développé au sein de l'OIT. Et on voit donc un lien entre négociations bilatérales pour la libéralisation du commerce, par exemple, et l'acceptation de certaines règles contraignantes pour la protection des travailleurs. Alors, quelles sont les conventions fondamentales, sans parler de tout, les conventions qui sont incluses? Nous avons déjà dit que c'est tout de même certaines des règles particulièrement importantes. Par exemple, la protection de la liberté syndicale, mais aussi l'interdiction du travail forcé, l'acceptation d'un âge minimum pour éviter le travail des enfants, notamment dans l'industrie, etc., etc. Alors aujourd'hui, nous avons vu, on essaie donc de lier ce droit à ces spécialités de l'Organisation internationale du travail avec le commerce ou les investissements. Nous avons déjà parlé de la possibilité de faire ça dans des traités bilatéraux. Et il faut dire qu'il y a tout de même aussi une discussion au sein de l'OMC, si peut-être on devrait renforcer ces liens. Pour le moment, on se contente normalement de dire que sur le plan politique, on essaye de convaincre les États à ratifier ces conventions et de garder ces normes dans l'Organisation internationale du travail, donc des forces spécialisées. Mais nous avons vu que dans les traités bilatéraux, ça devient de plus en plus commun de créer tout de même un lien juridique entre ces systèmes. Et un exemple qui va aussi dans ce sens finalement, sans que la plupart des observateurs s'en rendent compte peut-être, c'est la discussion entre la Suisse et l'Union européenne à l'instant, en 2021. Nous avons déjà vu que la Suisse a un accord qui veut faciliter l'échange de travailleurs, de personnes, hein, mais essentiellement pour participer à la vie économique. C'est cet accord de 1999 qui est un accord assez ambitieux pour permettre l'échange de travailleurs et de personnes indépendantes qui participent à la vie économique. Et il y a une discussion si la Suisse devrait aussi reprendre des règles de l'Union européenne concernant les droits relatifs à la citoyenneté européenne. Et notamment, il existe dans l'Union européenne un complément à la libre circulation des personnes dans la forme de la directive relative aux droits des citoyens de l'Union de 2004, directive 2004-38-CE. Et ici, on voit exactement la problématique que pour l'Union européenne, ça fait partie de la libre circulation des personnes. Si on veut promouvoir l'échange de travailleurs, il faut aussi veiller à leurs droits, par exemple pour obtenir un droit de séjour illimité ou encore certaines prestations sociales liées au travail.
Tandis que pour la Suisse, elle trouve que ça va trop loin, que l'origine de ces règles, c'est surtout l'existence d'une citoyenneté européenne au sein de l'Union européenne, à laquelle la Suisse ne participe pas, parce qu'elle participe que au volet économique, au marché intérieur. Et donc la Suisse défend l'idée que ces règles concernant le droit de séjour et les prestations sociales vont plus loin et ne sont pas nécessaires dans le cadre des relations bilatérales Suisse-Union européenne. Et ces différents points de vue sont un des obstacles à la continuation des négociations entre la Suisse et l'Union européenne pour faciliter leurs relations économiques à l'avenir. Et donc, on peut dire qu'un de ces problèmes, c'est exactement cette idée dans quelle mesure il faut accompagner la libéralisation de l'échange de travailleurs par des règles de nature plutôt sociale et protection des travailleurs. C'est tout pour cette présentation. Merci.